Et j'ai eu envie de vrais monologues. Bon, le discours au Parlement, qui est quand même le chef-d'œuvre du discours politique, hein, que plein d'hommes politiques reprennent, y compris ou Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, ou même c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. C'est vraiment un chef-d'œuvre du discours politique. Moi, je l'ai juste un peu resserré, mais absolument respecté au mot près. Il est très long, très long. Ça vire Zola à un moment donné, enfin quand même. Hein, les enfants commencent par la tombe au lieu de commencer par le berceau. Enfin, c'est des choses incroyables. Et donc envie vraiment de respecter ce beau texte en essayant de faire travailler les acteurs sur une simplicité. Donc c'était vraiment notre travail, que ce soit pas pompeux. Qui était un tout petit peu la réserve que j'ai sur le feuilleton de mon enfance en le revoyant, c'est que tout est tellement sérieux. Tout est tellement sérieux, tellement lent. Je me suis dit, voilà, peut-être je peux me permettre de faire une nouvelle version un peu moins empesée. Et j'adore aussi, voilà, ce monologue de la fin de Déa, moi qui aimais vraiment l'opéra et tous les derniers actes des opéras, quand les héroïnes meurent, qu'elles mettent 20 minutes à mourir là en chantant, on l'a vraiment fait comme ça, quoi. Ce monologue de Déa, c'est dit par une jeune actrice quand même, qui n'est pas une actrice de théâtre. C'est ça que j'aimais beaucoup chez ces deux acteurs aussi, qu'ils n'aient pas fait de théâtre en fait, qu'ils soient deux acteurs très naturalistes. Donc la beauté du monologue de Victor Hugo, hein, c'est quand même aimant le théâtre en plus, passionné de théâtre et ayant quand même souffert toute sa vie de ne pas y avoir eu quand même la consécration qu'il a eue sur les romans. Hein, c'est un peu comme tout le monde, comme Gainsbourg qui a été déçu de ne pas être un peintre alors que c'était un génie. Mais vraiment, Piala qui dit il aurait dû faire de la peinture, mais bon, il a fait du cinéma, mais c'est rien, c'est vrai. Hein. Et je pense que Victor Hugo, quand même, non, c'est un cliché de dire ça, mais je pense qu'il aurait fait du cinéma quand même à notre époque. Ouais, je crois qu'il aurait pu tout faire, cela dit. Oui, voilà, oui, du cinéma aussi, c'est vrai. Vous êtes au château de Clancharlie. Votre seigneurie cherche quelque chose. Oui, la sortie. Vous êtes chez vous. Reviens avec nous. Ne reste pas ici avec ces gens. Ici, je suis accepté tel que je suis. Madame la Duchesse, nous avons des intérêts communs. C'est vrai que je regrette pas de ne pas l'avoir connu parce que je serais mort aujourd'hui, mais presque. J'aurais quand même bien aimé rencontrer ce gars. Mais tout en réfléchissant, c'est des trucs qui m'avaient saisi. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, il y a eu la première version au cinéma. C'était en quelle année 1928. Et donc, c'était finalement peu de temps après. Mais vrai. C'est vrai. Ça nous paraît tellement un autre monde en fait. C'est vrai, exactement. Moi j'avais été choqué par l'Assommoir qui doit s'appeler Gervaise au cinéma. Oui, de René Clément. Et en fait c'est très peu de temps, enfin pas longtemps, ça doit être à peine 50 ans. C'est les années 50, c'est vrai, c'est très juste. Hein. Alors qu'on a l'impression, nous, que c'est les calendes grecques, vraiment. C'était presque contemporain. Donc, et ces auteurs du 19e siècle sont quand même déments, hein, quand même, parce que c'est à la fois des histoires feuilletonesques, captivantes, on peut y trouver. Ça sort en feuilleton, souvent, enfin, on est pris. En même temps, ça parle de l'intime et de l'intemporel, de l'être humain, et en même temps, c'est des visions de la société. Et moi, le premier, enfin, on est bien incapable d'inventer des histoires pareilles, avec des ampleurs pareilles. Ouais, hein, c'est pour ça. On peut le faire en science-fiction, quoi. Peut-être davantage, oui. Moi, je fais pas mal de SF, et c'est presque là-dedans qu'on peut transposer les choses d'une manière plus folle quoi, pour les gens. Mais... Oui, et puis peut-être en BD où c'est plus accepté, parce que dans le cinéma, il y a quand même quelque chose qui fait c'est pas qu'on vous interdit, mais on ne nous laisse pas trop aller de ce côté-là. C'est pour ça que c'est très anglo-saxon, et on dit, les Français, je me souviens quand Dominique Moll a voulu faire Le Moine, d'après Lewis et tout ça, il s'est fait vraiment taper sur les doigts. Moi je vois que dans la critique, je me fais vraiment taper sur les doigts aussi, comme si... Non, ça n'est pas français, quoi. Alors que c'est Hugo, hein, mais vraiment, non, ne faites pas ça. Quoi. Il y a un côté comme ça, c'est les Américains. C'est une drôle de chose. Hein. Mais Carnet en avait pris aussi plein hein, quand il voulait faire, enfin quand il avait fait Les Visiteurs du Soir, enfin disons. Hein, ça restait quand même des chefs-d'œuvre. Ça reste alors au final, mais c'est. Il n'y a pas longtemps, c'est pareil. Ah bah là, oui. Bon, c'est pas fantastique, mais quand même. La présence de l'eau, c'est-à-dire qui commence et qui finit le récit, aussi l'eau des origines, et qu'on retrouve dans vos deux œuvres, presque d'un même départ, alors avec une eau violente, ce que Jean David, et une eau plus calme, une eau des tempêtes, de l'abandon. Comment ça s'est imposé? Il y en a toujours dans le roman, c'est toujours un truc sur l'eau, parce que même à un moment, je ne sais plus, quand il sauve, il manque de se noyer dans une flaque d'eau, il a des visions incroyables. Donc c'est toujours sur l'eau, le roman il est toujours au-dessus et au-dessous de l'eau quoi finalement. En haut, au-dessus. Mais c'est vrai que dans le roman, si je me souviens bien, mais quand les Comprachicos se noient, donc le bateau descend, en fait il y a une grosse tempête qui casse le bateau. Et après il y a une sorte de mer calme et ils descendent tout doucement, ils meurent tout doucement. Et en fait comme ils ne voulaient pas que les mecs ça soit bizarre parce que sinon quand on coule tout doucement on peut commencer à nager.
Et donc, il décide de s'enchaîner au bateau pour se noyer avec le bateau en même temps, quoi. Et donc, c'est quand même des idées incroyables. Incroyable. Voilà, donc, il meurt tout doucement et on les voit qui rentrent dans la mer. On les voit pas puisque c'est écrit, mais en tout cas, on les imagine. Et c'est vraiment ce roman, c'est ça chez Hugo, c'est vraiment. On sent en même temps, pour le coup, c'est pas la corde narrative, mais c'est la chaîne, mais du coup, on voit bien ce qu'il veut raconter toujours. Et ça, c'est sa force, quoi. C'est pas, même s'il y a des millions de mots et que ça paraît complètement fou, c'est d'une clarté dans le cerveau tout de suite, quoi. En plus, il écrit ça à Guernesey quand il est en exil, hein, et donc il est quand même face à la mer, là, dans son écritoire, là-haut. Et sur la fin, moi, ce qui m'a toujours troublé, c'est que la fin donc, du roman, c'est Gwynplaine se noyant. C'est presque la même description d'un autre de mes romans préférés, qui est Martin Eden de Jack London. C'est incroyable et même sur c'est pas pour rien, je pense que les Américains aiment L'homme qui rit quand même, parce que c'est un récit quand même assez typiquement américain d'ascension et de chute. Hein. C'est Citizen Kane, c'est plein de choses. Et Martin Eden, c'est quand même ce jeune homme pauvre qui devient un écrivain célèbre, qui change de classe sociale lui aussi, qui ne sait plus d'où il est, où il habite, et qui se noie à la fin et voit une lumière comme ça. Et ça m'a toujours frappé dans la description de la proximité des deux. Pour un film qui a été donc fait chez EuropaCorp, c'est presque aussi La fin du Grand Bleu. Alors ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi ça, donc, incroyable. Incroyable. Non, mais c'est vrai que l'eau, dans ce roman-là, elle est super importante. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être justement parce qu'il l'avait sans arrêt sous les yeux. Je pense, hein, les éléments quand même, hein, ouais, là, les travailleurs de la mer, hein, quand même, c'est vraiment ça. Et alors, la seule préface qu'a fait Hugo, c'est qu'il a dit c'est un ouvrage sur l'âme humaine. Et j'ai l'impression que tous les deux, votre c'est ça. Est-ce que c'est justement ça qui vous intéresse? Alors, on a dit l'âme humaine, tout le monde peut en mettre, mais je ne pense pas jusqu'au point où vous allez, c'est-à-dire à la toucher dans ses figures, dans ses faiblesses, les émotifs anonymes, le film d'avant, le sillage, tout ce que tu fais. Il y a toujours ces failles, ces hommes qui quelque part qui sont chez vous dans vos œuvres. Moi, je sais que je fais des histoires sur des héros qui perdent, toujours. Nevis, dans Sillage, elle perd tout le temps à la fin, quoi. Elle n'est jamais assez forte pour gagner, donc il faut toujours qu'elle trouve un truc. Donc, dans un Nomade que je suis en train de réécrire pareil. Donc c'est vrai que moi je fais. Donc c'est assez proche, quoi. Les héros, ils perdent tout le temps, quoi. On sait que c'est des héros. Dans mes BD, je pense qu'on les identifie comme des héros. Et pourtant, je les fais toujours perdre, mais les gens, ils gardent toujours à l'esprit que c'est un héros. Donc c'est assez étonnant. C'est vrai. Là où la multitude voyait le monstre, Théa, aveugle, voyait l'archange. Je suis à toi. Alors vous êtes heureux, hein? Tu trouves pas qu'on est bien ensemble tous les trois? Ça doit se fourrer dans les trous, le bonheur. Moi, c'est plutôt, oui, s'il y a un fil rouge dans mes films, c'est vraiment des inadaptés, quoi, hein, et des éclopés, moi. Hein, c'est des fragiles, quoi, des fragiles. Hein. On peut dire ça, hein, et puis voilà, qui ont du mal à s'intégrer à la société. Voilà, moi, ça a été un peu avec la phobie sociale, un peu le souci. Donc, c'est ce que j'aime raconter, et spontanément, moi, je vais toujours vers les handicapés. Mon premier film, c'était Une jeune fille sourde. Il y a eu Les prisonniers, Les clandestins, Les grands malades. Voilà, mon cœur, il va vers eux, et c'est vrai que Gwynplaine et Dea, bon, la petite aveugle et le balafré, c'est les parangons, quoi, de ça, quoi, de la famille des éclopés. En même temps, on a l'impression que, comme chez Hugo, c'est le roman quand même charnière, le roman Nancy Affleck, on a je crois un ou deux, pas plus, mais qui résume tout. Et chez vous aussi, on a l'impression, on dit, mais on comprend pourquoi vous y êtes allé. Moi, je dirais que ça résume un peu tout ce que vous avez envie de dire ou de vous dire. Je dirais que chez moi c'est différent, c'est-à-dire c'est pas que ça le résume, c'est que c'est de là que ça vient. Donc c'est normal que j'y retourne. Donc, mais en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que j'ai tout piqué, même si j'ai rien volé, mais je me suis tout accaparé. Il y a d'autres choses qui sont rentrées dedans. Il y a Ravage de Barjavel et tout ça, mais malgré tout, c'est normal que tout y soit, puisque c'est de là que tout est venu chez moi. Donc, je pense sans ce roman-là, ou quelques autres, j'aurais jamais, ou quelques films, ou quelques BD, j'aurais jamais fait la BD que je fais. Donc ça m'a marqué. Et moi, je trouve que c'est bien de lire ce genre de roman, ou voir même des films, voir Fricks quand on est gamin, ou des trucs, c'est bien de les voir quand on est jeune, parce que justement, ça fait des chocs. Et c'est ça qui nous crée aujourd'hui, vouloir toujours protéger les gamins, ça les rend pas plus bêtes, parce qu'ils sont pas plus bêtes que nous, ils sont pas plus bêtes qu'avant, ce que je veux dire. Mais vouloir les surprotéger, c'est aussi idiot, parce qu'il faut quand même qu'ils aient des chocs pour évoluer, de faire quelque chose d'un peu intelligent. Donc moi je trouve ça, j'ai adoré lire ce roman justement parce que ça m'a choqué. J'ai vu Excalibur à 11 ou 12 ans, j'ai pas tout compris, mais je m'en souviens toujours. C'est une sorte de truc incroyable, érotique, surpuissant, et donc c'est bien. Moi j'aime bien ce côté
de mecs qui te rentrent dedans comme ça, qui te font avancer. J'ai peur de te perdre dans cette ville. Vous entendez? C'est bien. Et retourne-y, t'attends. Si tu voyais à quel point je suis laid. Il n'y a que toi qui puisse me rendre heureuse. Et j'aime bien ce que vous dites, je le partage vraiment, c'est que quand même en faisant des films et le temps passant, la vie passant, on remonte quand même à l'origine. Qu'est-ce qu'on a tellement aimé enfant dans ce frisson qu'on avait, moi à 10 ans, devant ce feuilleton L'homme qui rit? Qu'est-ce que c'était ça, d'avoir un peu peur, mais d'avoir du plaisir d'avoir peur? Pour moi, c'est la position du spectateur, mais c'est vraiment ça, quoi. Je suis à l'abri dans la salle de cinéma, dans le noir, j'aime ça parce qu'on ne me voit plus, et je plonge dans un univers, quoi. Et j'ai un petit frisson de peur, pour ça que j'aime le film d'horreur, moi en particulier. Mais je bois à la destinée qui m'a fait retrouver mon rang, ma famille et mes biens. Je bois mes pères pourront compter sur ma parole en toutes circonstances. C'est l'enfance, quoi. C'est l'enfance de l'art quand même, tout ça. Et donc on remonte à ça. Et on a pris des chemins de traverse et maintenant on va peut-être plus à l'essentiel. Et moi, il m'est arrivé un truc avec un autre roman, qui est un roman énorme qui s'appelle Au bord de l'eau, qui est un roman chinois, qui est le roman le plus lu au monde, contrairement à ce parce que nous on pense que c'est la Bible, mais en fait le livre le plus lu au monde c'est Au bord de l'eau. Et en fait ce roman-là, moi je l'ai vu aussi quand j'étais gamin, ça passait à la télé, ça s'appelait Les Chevaliers aux 108 étoiles, alors que tout le monde a oublié parce que c'est pas passé longtemps. Et un jour j'ai commencé à travailler avec des auteurs chinois et j'ai refait des recherches sur le plus grand roman chinois qui s'appelle Au bord de l'eau. Je me suis rendu compte que c'était la même chose, que j'avais toujours eu envie de retrouver ce truc. Et il y a dans la vie comme ça des espèces de liaisons évidentes, de trucs qu'on a vus, qui reviennent soudain, avec des mecs qui nous en parlent, et ça paraît tellement évident qu'on a besoin de le faire, quoi. Et c'est pareil avec L'homme qui rit, et ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. C'est des trucs qu'on est obligé, donc si on nous donne la possibilité de le faire, on peut pas. Si quelqu'un nous entrouvre une porte, on va le faire, parce que c'est pas possible de le faire autrement. La présence d'un autre grand chez Hugo, à qui il a quand même fait pas mal de morceaux de texte, L'homme est un pour l'homme, etc. C'est Rabelais. Et quand on regarde votre univers, j'ai vu ça après avoir filmé, après l'avoir revu, et c'est vrai que plus que Terry Gilliam, c'est vraiment du Rabelais, du baroque, c'est ça. Toute l'imagerie qu'il y a, y compris chez toi d'ailleurs, mais à plus éclapoussé, plus humide. Ouais, mais moi j'ai aussi un dessinateur, donc c'est aussi différent. J'ai pas maîtrisé tout. J'ai fait le découpage, la mise en forme, j'ai inventé la mise en scène. Mais après, le dessinateur a fait son truc, donc c'est intéressant aussi. Vous avez pu maîtriser l'ensemble de l'objet. Donc moi, j'ai eu des surprises qui m'ont plu. Et vous avez dû dire aux gens ce que vous vouliez. Donc c'est intéressant. Je l'avais vraiment en tête. C'est toujours pareil, en profitant du talent des gens, mais je l'avais vraiment en tête. En revanche, ça me donne envie de connaître Rabelais, que je ne connais pas. Alors pour le coup, je n'ai jamais lu Rabelais. Mais c'est vrai que ça m'a frappé quand j'ai relu Hugo pour préparer ça. Et je me suis dit, quand vous parlez du baroque, vous savez, à Sarlat, qui a une présence énorme. Rabelais, c'est le début du baroque. C'est ça, c'est l'annonce. Et je comprends pourquoi Hugo emprunte des morceaux de texte à Rabelais. Ceci dit, là aussi, le thème des monstres, je crois, enfin, l'univers, voilà. Bah, lui, il ne pouvait pas nous emprunter des trucs, vu qu'on n'avait pas commencé. Donc, c'est bien qu'il allait chercher avant. C'était Rabelais, c'est logique. Merci. J'ai peur que tu te sois trop attaché à Gwynplaine. Tremblez, messieurs! Un jour, vous ne serez plus les mêmes! Un amant grotesque, hideux, c'était exquis. Je t'aime comme tu es. Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or. Tu vas recracher la bouchée de cendres. Retourne vite dans ton théâtre ambulant, pendant qu'il est encore temps, Gwynplaine. Je suis l'homme qui rit! La vie n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime.